9. La justice médiétée. Nous avons ainsi déterminé la nature du juste et celle de l'injuste. Des distinctions que nous avons établies, il résulte clairement que l'action juste, la dikaiopraia, est l'action juste en exercice, en acte, eneoigeia, par opposition à la dikaiopragema, visée ensuite, qui est la vertu de justice, une esis, un habitus, une exis, un habitus, que l'action juste est un moyen entre l'injustice commise et l'injustice subie, l'une consistant à avoir trop et l'autre trop peu. La justice, la vertu de justice, est à son tour une sorte de médiété, non pas de la même façon que les autres vertus, mais en ce sens qu'elle relève du juste milieu, tandis que l'injustice relève des extrêmes. Et la justice est une disposition d'après laquelle l'homme juste s'est défini, celui qui est apte à accomplir par choix délibéré ce qui est juste, celui qui dans une répartition à effectuer, soit entre lui-même et un autre, soit entre deux autres personnes, n'est pas homme à s'attribuer à lui-même, dans le bien désiré, une part trop forte et à son voisin une part trop faible, ou l'inverse, il s'agit d'un dommage à partager, mais donne à chacun la part proportionnellement égale qui lui revient et qui agit de la même façon quand la répartition se fait entre des tiers. L'injustice, en sens opposé, a pareillement rapport à ce qui est injuste et qui consiste dans un excès ou un défaut disproportionné de ce qui est avantageux ou dommageable. C'est pourquoi l'injustice est un excès et un défaut en ce sens qu'elle est génératrice d'excès et de défauts. Quand on est soi-même parti à la distribution, elle aboutit à un excès de ce qui est avantageux en soi et à un défaut de ce qui est dommageable. S'agit-il d'une distribution entre des tiers, le résultat dans son ensemble est bien le même que dans le cas précédent, mais la proportion peut être dépassée indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Et l'acte injuste a deux faces. Du côté du trop peu, il y a injustice subie, et du côté du trop, l'injustice commise. 10. La justice sociale, justice naturelle et justice positive. Sur la justice et l'injustice et sur la nature de chacune d'elles, voilà tout ce que nous avions à dire, aussi bien d'ailleurs que sur le juste et l'injuste en général. Mais étant donné qu'on peut commettre une injustice sans être pourtant autant injuste, quelle sorte d'acte d'injustice doit-on dès lors accomplir pour être injuste dans chaque forme d'injustice? Par exemple, pour être un voleur, un adultère ou un brigand. Ne dirons-nous pas que la différence ne tient en rien à la nature de l'acte? Un homme, en effet, pourrait avoir commerce avec une femme, sachant qui elle était, mais le principe de son acte peut être non pas un choix délibéré, mais la passion. Il commet bien une injustice, mais il n'est pas un homme injuste. De même, on n'est pas non plus un voleur, même si on a volé, ni un adultère, comme si on a commis l'adultère, et ainsi de suite. La relation de la réciprocité et de la justice a été étudiée précédemment. Mais nous ne devons pas oublier que l'objet de notre investigation est non seulement le juste au sens absolu, et abstrait par opposition à la justice concrète qui ne se réalise pleinement que dans la cité entre citoyens libres et égaux. Cette justice politique ou sociale ou civique est la forme supérieure de la justice parce que nous l'avons vu au début du traité, l'éthique est une branche de la politique. L'ensemble des droits sanctionnés par la loi qui régissent les rapports des citoyens entre eux ou avec l'État constitue le droit politique, le droit proprement dit. Mais encore le juste politique. Cette forme du juste est celle qui doit régner entre des gens associés en vue d'une existence qui se suffise à elle-même. Associés supposés libres et égaux en droit, d'une égalité soit proportionnelle, soit arithmétique, de telle sorte que pour ceux ne remplissant pas cette condition, il n'y a pas dans leur relation réciproque justice politique proprement dite, mais seulement une sorte de justice prise à un sens métaphorique. Le juste, en effet, n'existe qu'entre ceux dont les relations mutuelles sont sanctionnées par la loi, et il n'y a de loi que pour des hommes chez lesquels l'injustice peut se rencontrer. L'injustice étant impossible à l'égard des inférieurs, des femmes, des enfants et des esclaves, puisque la justice légale est une discrimination du juste et de l'injuste. Chez les hommes, donc, où l'injustice peut exister, des actions injustes peuvent aussi se commettre chez eux, bien que là, où il y a action injuste, il n'y ait pas toujours injustice. Action qui consiste à s'attribuer à soi-même une part trop forte des choses en elles-mêmes bonnes et une part trop faible des choses en elles-mêmes mauvaises. C'est la raison pour laquelle nous ne laissons pas un homme nous gouverner. Nous voulons que ce soit la loi.
parce qu'un homme ne le fait que dans son intérêt propre et devient un tyran. Mais le rôle de celui qui exerce l'autorité est de garder la justice, et gardant la justice, de garder aussi l'égalité. Et puisqu'il est entendu qu'il n'a rien de plus que sa part, s'il est juste, car il ne s'attribue pas à lui-même une part trop forte des choses en elles-mêmes bonnes, à moins qu'une telle part ne soit proportionnée à son mérite. Aussi est-ce pour autrui qu'il travaille, et c'est ce qui explique la maxime « La justice est un bien étranger », comme nous l'avons dit précédemment. On doit donc lui allouer un salaire sous forme d'honneur et de prérogatives. Quant à ceux pour qui de tels avantages sont insuffisants, ceux-là deviennent des tyrans. La justice du maître ou celle du père n'est pas la même que la justice entre citoyens. Elle lui ressemble seulement. En effet, il n'existe pas d'injustice au sens absolu du mot, à l'égard de ce qui nous appartient en propre, mais ce qu'on possède en pleine propriété, aussi bien que l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain âge et soit devenu indépendant, soit pour ainsi dire une partie de nous-mêmes. Et nul ne choisit délibérément de se causer à soi-même du tort, ni par suite de se montrer injuste envers soi-même. Il n'est donc pas non plus question ici de justice ou d'injustice au sens politique, lesquels, avons-nous dit, dépendent de la loi et n'existent que pour ceux qui vivent naturellement sous l'empire de la loi, à savoir, comme nous l'avons dit encore, ceux à qui appartient une part égale dans le droit de gouverner et d'être gouverné. De là vient que la justice qui concerne l'épouse se rapproche davantage de la justice proprement dite que celle qui a rapport à l'enfant et aux propriétés, car il s'agit là de la justice domestique. Mais même celle-là est différente de la forme politique de la justice. La justice politique elle-même est de deux espèces, l'une naturelle et l'autre légale. Et naturelle, celle qui a partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion. Légale, celle qui à l'origine peut être indifféremment ceci ou cela, mais qui, une fois établie, s'impose. Par exemple, que la rançon d'un prisonnier est d'une mine, ou qu'on sacrifie une chèvre et non deux moutons. Et en outre, toutes les dispositions législatives portant sur ces cas particuliers, comme par exemple le sacrifice en l'honneur de Brasidas, et les prescriptions prises sous forme de décret. Brasidas était un général spartiate qui joua un rôle dans la guerre du Péloponnèse. Certains sont d'avis que toutes les prescriptions juridiques appartiennent à cette dernière catégorie, parce que, disent-ils, ce qui est naturel et immuable et a partout la même force, comme c'est le cas pour le feu qui brûle également ici et en Perse, tandis que le droit est visiblement sujet à variation. Mais dire que le droit est essentiellement variable n'est pas exact d'une façon absolue, mais seulement à un sens déterminé. Certes, chez les dieux, pareille assertion n'est peut-être pas vraie du tout, car il règne chez eux une justice immuable. Dans notre monde, du moins, bien qu'il existe aussi une certaine justice naturelle, tout dans ce domaine est cependant passible de changement. Néanmoins, on peut distinguer ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Et parmi les choses qui ont la possibilité d'être autrement qu'elles ne sont, il est facile de voir quelles sortes de choses sont naturelles et quelles sont celles qui ne le sont pas, mais reposent sur la loi de la convention, tout en étant les unes et les autres pareillement sujettes au changement. Et dans les autres domaines, la même distinction s'appliquera. Par exemple, bien que par nature la main droite soit supérieure à la gauche, il est cependant toujours possible de se rendre ambidextre. Et parmi les règles de droit, celles qui dépendent de la convention et de l'utilité sont semblables aux unités de mesure. En effet, les mesures de capacité pour le vin et le blé ne sont pas partout égales, mais sont plus grandes là où on en achète et plus petites là où l'on vend. Pareillement, les règles de droit qui ne sont pas fondées sur la nature, mais sur la volonté de l'homme, ne sont pas partout les mêmes, puisque la forme du gouvernement elle-même ne l'est pas, alors que cependant, il n'y a qu'une seule forme de gouvernement qui soit partout naturellement la meilleure. Les différentes prescriptions juridiques et légales sont à l'égard des actions qu'elles déterminent dans le même rapport que l'universel au cas particulier. En effet, les actions accomplies sont multiples, et chacune de ces prescriptions est une étant universelle, et une étant universelle. Il existe une différence entre l'action injuste et ce qui est injuste, et entre l'action juste et ce qui est juste. Car une chose est injuste par nature ou par une prescription de la loi, et cette même chose, une chose fois faite, est une action injuste, tandis qu'avant d'être faite, elle n'est pas encore une action injuste, elle est seulement quelque chose d'injuste. Il en est de même aussi d'une action juste, bien que le terme général soit plutôt dikaio pragma. Le terme dikaioma, étant réservé au redressement de l'action injuste. Quant aux différentes prescriptions juridiques et légales, ainsi que la nature et le nombre de leurs espèces et les sortes de choses sur lesquelles elles portent, en fait, tout cela devrait être examiné ultérieurement. Les actions justes et injustes ayant été ainsi décrites,
on agit justement ou injustement quand on les commet volontairement. Mais quand c'est involontairement, l'action n'est ni juste ni injuste, sinon par accident, car on accomplit alors des actes dont la qualité de juste ou d'injuste est purement accidentelle. La justice ou l'injustice d'une action est donc déterminée par son caractère volontaire ou involontaire. Est-elle volontaire? Elle est objet de blâme, et elle est alors aussi en même temps un acte injuste. Par conséquent, il est possible pour une chose d'être injuste, tout en n'étant pas encore un acte injuste, si la qualification de volontaire ne vient pas s'y ajouter. J'entends par volontaire comme s'il a été dit précédemment. Tout ce qui, parmi les choses qui sont au pouvoir de l'agent, est accompli en connaissance de cause, c'est-à-dire sans ignorer ni la personne subissant l'action, ni l'instrument employé, ni le but à atteindre. Par exemple, l'agent doit connaître qui il frappe, avec quelle arme et en vue de quelle fin. Chacune de ces déterminations excluant en surplus toute idée d'accident ou de contrainte. Si par exemple, prenant la main d'une personne, on s'en sert pour en frapper une autre, la personne à qui la main appartient n'agit pas volontairement, puisque l'action ne dépendait pas d'elle. Il peut se faire encore que la personne frappée soit par exemple le père de l'agent, et que celui-ci, tout en sachant qu'il a affaire à un homme ou à l'une des personnes présentes, ignore que c'est son père. Et une distinction de ce genre peut également être faite en ce qui concerne la fin à atteindre et pour toutes les modalités de l'action en général. Dès lors, l'acte fait dans l'ignorance ou même fait en connaissance de cause, mais ne dépendant pas de nous ou résultant d'une contrainte, un tel acte est involontaire. Il y a en effet beaucoup de processus naturels que nous accomplissons ou subissons sciemment, dont aucun n'est ni volontaire ni involontaire, comme par exemple vieillir ou mourir. Mais dans les actes justes ou injustes, la justice ou l'injustice peuvent pareillement être quelque chose d'accidentel. Si un homme restitue un dépôt malgré lui, et par crainte, on ne doit pas dire qu'il fait une action juste, ni qu'il agit justement, sinon par accident. De même encore, celui qui, sous la contrainte et contre sa volonté, ne restitue pas le dépôt confié. On doit dire de lui que c'est par accident qu'il agit injustement et accomplit une action injuste. Les actes volontaires se divisent en actes qui sont faits par choix réfléchi et en actes qui ne sont pas faits par choix. Sont faits par choix ceux qui sont accomplis après délibération préalable et ne sont pas faits par choix ceux qui sont accomplis sans être précédés d'une délibération. Il y a dès lors trois sortes d'actes dommageables dans nos rapports avec autrui. Les torts qui s'accompagnent d'ignorance sont des fautes. Aristote distingue les différents degrés de la faute dommageable. Il y a amarthema, c'est la simple faute, culpa, prise au sens large. Atukema, casus, méprise, malheur, faute involontaire causée par une force majeure. Enfin, adikema, dolus, délit, injustice, qui peut être due soit à la passion, soit, ce qui est le plus grave, au choix délibéré. Quand la victime ou l'acte ou l'instrument ou la fin à atteindre sont autres que ceux que l'agent supposait, il ne pensait pas frapper ou pas avec une telle arme, ou pas telle personne, ou pas en vue de telle fin, mais l'événement a tourné dans un sens auquel il ne s'attendait pas. Par exemple, ce n'était pas dans l'intention de blesser, mais seulement de piquer, ou encore ce n'était pas la personne, ou ce n'était pas l'instrument qu'il croyait. Quand alors le dommage a eu lieu contrairement à toute attente raisonnable, c'est une méprise. Et quand on devait le prévoir raisonnablement et qu'on a agi sans méchanceté, c'est une simple faute. On commet une simple faute quand le principe de l'ignorance réside en nous-mêmes, et une méprise quand la cause vient du dehors. Quand l'acte est fait en pleine connaissance, mais sans délibération préalable, c'est un acte injuste. Par exemple, tout ce qu'on fait par colère, ou par quelque autre de ces passions qui sont irrésistibles, ou qui sont la conséquence de l'humaine nature. Car en commettant ces torts et ces fautes, les hommes agissent injustement, et leurs actions sont des actions injustes, bien qu'ils ne soient pas pour autant des êtres injustes, ni pervers, le tort n'étant pas causé par méchanceté. Mais quand l'acte procède d'un choix délibéré, c'est alors que l'agent est un homme injuste et méchant. De là vient que les actes accomplis par colère sont jugés à bon droit comme faits sans préméditation, car ce n'est pas celui qui agit par colère qui est le véritable auteur du dommage, mais bien celui qui a provoqué sa colère. En outre, le débat ne porte pas sur la question de savoir s'il s'est produit ou non un fait dommageable, mais s'il a été causé justement, puisque c'est l'image d'une injustice qui déclenche la colère. Le fait lui-même n'est pas mis en discussion, comme c'est le cas quand il s'agit des contrats, où l'une des deux parties est forcément malhonnête, à moins que son acte ne soit dû à un oubli.
mais tout en étant d'accord sur la chose, les intéressés discutent le point de savoir lequel des deux a la justice de son côté, tandis que celui qui a fait délibérément du tort n'ignore pas ce point, de telle sorte que l'un croit qu'il est victime d'une injustice et que l'autre le conteste. Si au contraire, c'est par mûre délibération qu'un homme a causé un tort, il agit injustement, et dès lors les actes injustes qu'il commet impliquent que celui qui agit ainsi est un homme injuste, quand son acte viole la proportion ou l'égalité, suivant la forme du gouvernement. Pareillement, un homme est juste quand par choix réfléchi il accomplit un acte juste, mais il accomplit un acte juste si seulement il le fait volontairement. Des actions involontaires, enfin, les unes sont pardonnables et les autres ne sont pas pardonnables. En effet, les fautes non seulement faites dans l'ignorance, mais qui encore sont dues à l'ignorance sont pardonnables, tandis que celles qui ne sont pas dues à l'ignorance, mais qui, tout en étant faites dans l'ignorance, ont pour cause une passion qui n'est ni naturelle ni humaine, ne sont pas pardonnables.